Très bien. Eh bien, nous allons commencer. Alors, bienvenue à ce webinaire dédié à Autodesk Format. Alors, nous allons revoir certains points et ce webinaire est donc dédié vers des projets durables. Alors, il y a eu plusieurs webinaires et je vous renvoie au précédent d'ailleurs. Et pour aujourd'hui, ce sera donc format l'analyse des faisabilités de l'environnement et l'empreinte carbone, puisque c'est le petit nouveau qui vient pointer le bout de son nez. Donc très rapidement, je me présente, je suis Thierry Minkela, responsable du pôle architecture et services BIM en qualité de VDC BIM manager et architecte de formation et dans la filière de l'architecture digitale depuis 30 ans. Nos webinaires sur format sont nombreux, donc ils ont été soit déjà diffusés, soit possibilité de les revoir à travers donc YouTube, LinkedIn ou le site de RFSA. Donc l'idée de celui-ci, en fait, c'est de une vue en profondeur sur les esquisses avec format et sa position dans le workflow en fait des études orientées sur l'architecture et notamment les workflows avec Revit, mais pas seulement. Donc voici la teneur de nos webinaires et n'hésitez pas à retourner sur le site de RFSA pour revoir les webinaires qui vous intéresseraient. Donc bienvenue à tous de nouveau. L'histoire de la société démarre en 88 ou au fil de l'eau. RFSA a su gagner en compétences et au niveau du développement comme de la productivité, comme de l'optimisation BIM, apporter les briques nécessaires à nos clients et nos prospects jusqu'à la virtualisation des échanges par rapport au travail et puis de nouvelles agences à La Rochelle et puis un nouveau bureau sur Tunis font de nous donc le premier faiseur de formation concernant les produits Autodesk dédiés à l'architecture. Alors le sommaire est le suivant. Nous allons balayer les outils principaux et les nouveautés proposées dans le format, faire une revue des approches d'esquisse parce que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui découvrent également cet aspect. Donc, c'est pas mal de revenir sur les différentes approches d'esquisse, puisque Forma propose plusieurs éclairages différents. Puis, on ira sur le focus des analyses de faisabilité environnementale et de l'empreinte carbone. Et enfin, nous finirons sur le rappel des points clés et questions-réponses. Donc, avant toute chose, le contexte des études de faisabilité, pour l'instant, ne bouge pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on constate toujours un bilan des enjeux de la construction où c'est toujours le secteur le moins numérisé à l'échelle mondiale quand il s'agit de regarder les phases préliminaires, on va dire. Pourtant, il s'enrichit de fonctions euh, prédictives relativement pertinentes sur des simulations énergétiques, entre autres. Donc, ce n'est pas les solutions qui sont à la traîne, on va dire. Les investissements technologiques sont peu représentatifs sur la préconception. Alors, ce qu'on entend par préconception, c'est tout ce qui est croquis d'intention, faisabilité. Et en moyenne, c'est vrai que les investissements qui sont prévus pour ce type d'outils, eh bien, parmi ceux-là, seul 20% du budget global est dédié aux premières phases. Alors les premières phases, croquis d'intention, faisabilité, elles sont très largement absentes en fait, comme je le spécifie ici, des prévisions budgétaires. Pourtant, optimiser la valeur dès les premières phases, c'est quoi? C'est s'appuyer sur une conception optimisée avec l'intelligence artificielle, alors j'y reviendrai, un modèle numérique instantané que parmi vous, vous avez déjà vu ou aperçu ou peut-être même utilisé ici ou là format, puis des analyses en temps réel, puisque c'est immédiatement répercuté, pour obtenir des comparaisons de plusieurs scénarios sur une même étude. Alors pour entrer dans le vif du sujet, on va aborder les outils principaux et les nouveautés, faire des rappels, regarder ces nouveautés, mais
parler quand même de quelque chose dont on évoque peu les contours. En fait, c'est la configuration système qui est requise pour Autodesk Forma. Alors, pour ceux qui pensent, parce qu'ils le découvrent, hein, que c'est un logiciel, en fait, comme je le marque ici, c'est que Forma est un logiciel qui est certes basé sur le cloud. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va installer. Il s'exécute dans votre navigateur web. Donc, un abonnement Forma vous donnera continuellement accès à la dernière version, à partir de laquelle on pourra accéder via notre compte Autodesk. Le principe est là. Voilà. Et puis les exigences, eh ben, fatalement, c'est un navigateur. Alors Google Chrome, dernière version ou moins d'un an en tous les cas, et ça s'arrête là. Donc c'est quelque chose d'assez simple. En fait, on va sur Internet. C'était bon de rappeler un tout petit peu où était situé vraiment Forma et qu'est-ce qu'il en est derrière. Quel est notre quotidien vis-à-vis de l'intelligence artificielle, cette fameuse IA sur laquelle Forma s'appuie. Donc il y a quand même des choses qui ont bougé depuis ces 2-3 dernières années. Et c'est une vieille dame finalement, l'intelligence artificielle. Elle a 60 ans. Donc c'est quoi? C'est bien une branche de l'informatique qui permet de travailler, de se porter et d'exécuter des tâches qui sont normalement associées, comme je marque ici, à l'intelligence humaine, comme la reconnaissance vocale, la prise de décision, les perceptions visuelles, mais aussi les comparaisons, etc. On pourrait le traduire de cette manière-là. On a un, une collecte de données plus ou moins importante qui va rentrer dans un pré-traitement de ces données, qui donnera des prises de décision dans laquelle, à partir de là, on va pouvoir faire un apprentissage automatique dans ce machine learning quelque part pour avoir une amélioration continue. Donc plus je donne des données qui viennent de nous, que je les collecte, que je les positionne, plus on va faire apprendre à trouver les éléments nécessaires pour gagner un temps important. La clé, elle est là, c'est de gagner un temps fou. Il faut savoir qu'en 2021, il n'y a pas si longtemps, ça a été normé. Donc l'ISO IEC 24030 définit l'IA comme ce que l'on vient de voir à l'instant, la capacité d'acquérir, de traiter, de créer, d'appliquer les connaissances compilées sous la forme d'un modèle. Donc on parle bien de ça. Hein. On compile sous la forme d'un modèle dans le but d'exécuter une ou plusieurs tâches de données, une ou plusieurs tâches. On va gagner du temps. Voilà, et se libérer du temps pour la conception, des raisonnements et autres. Et puis 2 ans plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on a une autre forme d'ISO, la 22989, qui elle récupère en fait tout simplement les technologies de l'information dédiées à l'intelligence artificielle. Donc ça sort pas de nulle part et c'est déjà cadré. Hein, ça c'est le premier point et vous verrez que dans Forma, il s'appuie bien sur certaines normes internationales aussi qui sont dédiées à cette tâche. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est qu'on réfléchit à des choses qu'on va partager, qu'on va mettre dans un modèle, voilà, qui va nous donner une intelligence. Je dis bien une, parce qu'elle peut être pas si intelligente que ça au départ et de plus en plus intelligente plus tard, pour pouvoir dialoguer, discuter, échanger, comparer des éléments à une vitesse folle. Voilà. Donc, au niveau du rappel nécessaire des fonctions de base pour ceux et celles qui découvriraient peu ou prou la solution, je rentre dans le vif du sujet. Donc, voilà un projet dans lequel j'ai déjà pris mon terrain. Je rappelle qu'on peut amener une image satellite pour améliorer la consultation de mon terrain. Et une fois que j'ai identifié le tellement sur lequel je vais construire, je peux me baser sur une carte seule et travailler. Et les 3 approches sont des bâtiments en ligne, des bâtiments basiques ou des maisons en ligne. Donc bâtiment en ligne basé sur une ligne de justification, qu'elle soit au centre, à gauche ou à droite, avec des prérequis d'auteur, d'étage, etc. Je peux donc positionner une esquisse de bâtiment sur laquelle je vais toujours pouvoir revenir. Alors sur sa largeur, par exemple, sur le nombre d'étages. De 4 étages, je vais pouvoir passer à 6 étages, comme c'est le cas ici. Sur la hauteur prédéfinie entre dalles brutes,
d'étage en étage, et continuer à travailler de cette façon. Si je change mon braquet en passant par une conception dite basique, je vais là par contre tracer au sol, comme je le fais ici, une forme de bâtiment, et puis là, la tirer avec moi pour en constituer les étages. Comme vous pouvez le voir, ça rappelle vaguement une, une solution d'esquisse bien connue. Mais une fois que je l'ai positionné et stabilisé, j'ai accès à tout moment, quelle que soit la technologie emportée, sur les étages et les modifications. Là, un petit nouveau est apparu sur les maisons en ligne, en fait, qui sont des, des gabarits de bâtiments sur lesquels je vais pouvoir me baser et créer de nouveaux types, en fait. Et pareil sur largeur, hauteur, nombre d'étages. Et ces types, il faut les appliquer au projet en entier. Selon si j'ai des villages de maisons à faire, des lotissements, j'ai la possibilité donc de pouvoir prédéfinir soit des toitures à deux pans, à simple pan, voire terrasse. Et là, à deux pans, ben, je conditionne tout de suite les 30 degrés au lieu de 15. Et puis, la notion de fêtage qui soit transversale ou longitudinale, je prévois un type comme un autre. Et le voilà, le type de défaut est passé à type A. Et comme j'ai diminué les largeurs, je n'ai plus les mitoyens du début, mais je peux revenir à tout moment, c'est très important, sur mes paramètres, et je peux renommer, éditer tel que je le souhaite, et surtout appliquer différentes options concernant l'orientation de mes pentes à mon projet complet. Il suffit que je vienne publier tout en donnant une option que j'assigne comme étant résidentielle avec un code couleur qui lui sera associé. Bah, pour ce type défaut, quand elle sera publiée, elle va me le publier sur le projet complet. Donc il suffit que je clique dessus après concernant le type choisi et hop, mon projet est complètement affecté, attribué, tant au niveau des surfaces que de ces considérations particulières sur lesquelles je pourrais revenir. Après, au niveau végétation, je rappelle qu'on peut les faire en ligne sur le bord d'un terrain d'avènement ou à faire une zone arborée. On peut après partir sur des limites et travailler sur les limites de site, lesquelles vont me permettre d'analyser les métriques en fait du tènement. Pareil pour les zones, où je vais définir des zones et travailler avec. Et puis, le petit nouveau, c'est la contrainte, qui est un outil qui me permet de voir si sur un PLU, par exemple, j'aurais pas un problème de plan local d'urbanisation sur une hauteur qui sortirait de ce qui était prévu. Après, ben, les génériques peuvent me permettre de faire des volumes, un peu comme sur le deuxième type de bâtiment que j'ai fait, travailler les surfaces qui ne seront pas pris en compte au niveau des analyses comme cette intention de conception concernant des lignes. Donc voilà, peu ou prou les éléments génériques, puis celui qui est un peu plus récent, qui s'appelle Croquis 3D, qui me permet de travailler donc en 3D sur une esquisse de manière assez facile et récurrente. Donc, sur le bâtiment, quand je le sélectionne, je peux avoir son niveau. Là, il se trouve que tout niveau confondu, il a la même forme, mais en tous les cas, j'ai la partie 3D et que je peux sélectionner soit sur le dessin en 3D lui-même, soit sur le plan. Et sur ce bâtiment en ligne, j'ai la possibilité de faire la même chose, si ce n'est que dans les bâtiments en ligne, on peut rentrer par les secteurs, voire sur le coin et travailler dans le niveau du coin qui a été sélectionné en redéfinissant des zones différentes, par exemple. Donc voilà ce que on pouvait voir. Si je retourne sur les éléments de base, mais en ne prenant pas la forme libre, mais plutôt un cylindre, je vais bien entendu pouvoir travailler entre ma zone boisée là, sur un cercle, et je vais tirer des niveaux qui vont constituer une tour, en fait. Donc, de ces étages que j'aurais pu mettre au clavier lors de ma conception, je peux le refaire sur les paramètres en passant à 25 ou comme je veux.
Je rappelle que les héliodons peuvent se voir en temps réel, c'est-à-dire que les ondes portées et projetées sont intéressantes pour voir l'impact. Et pareil pour cette tour, eh ben, j'ai la possibilité de revenir dans les étages, d'en choisir un qui s'affiche sur la 3D et d'aller sur la 3D elle-même et choisir un étage pour définir le travail comme je le fais ici par exemple, d'un niveau plutôt qu'un autre. Donc c'est assez ludique finalement, dans lequel je vais pouvoir récupérer, appliquer sur un niveau des données particulières. Donc voilà un projet sur lequel on pourrait démarrer, j'y mets des guillemets, et je rappelle à tout le monde qu'on peut en effet redescendre ça tout de go sur Revit. Qui est Revit a la capacité de créer toutes les familles de ce qui a été prévu, alors par bâtiment, par niveau, sur lesquels dans Revit il me sera tout à fait possible de substituer en fait les, euh, les familles que Format m'aura proposées et présentées par des familles qui me conviendraient. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rapide et qui permet de ne pas couper le, le lien entre le format au niveau de l'esquisse et Revit. Et inversement, Revit peut rebasculer, j'y reviendrai plus tard, dans le format. Donc voilà pour un rappel général qui permet de se remettre en tête un petit peu le potentiel en fait de, de format, qui a plusieurs atouts. Donc un modèle numérique instantané, on vient de le voir, une conception optimisée par l'intelligence artificielle avec ce qu'on lui donne comme intelligence, il se base là-dessus, c'est une des données d'entrée quelque part, les inputs, euh, puis après les analyses en temps réel et une collaboration transparente, notamment entre Revit, mais pas seulement, vous verrec que je peux ramener de l'IFC, ce qui est très intéressant, puisque ça ouvre très large l'usage de format à tout le monde, tout simplement. Alors selon les critères, si on se base sur le critère zone, on va pouvoir travailler le site, les bâtiments bien sûr, et voire même des programmes de logement avec des cellules d'appartements. Sur le critère d'environnement, ça sera plutôt les terrains, les espaces extérieurs, l'effet sur le voisinage, le critère de réglementation, bah, on va pouvoir travailler sur des normes de parking, qu'ils soient aériens ou pas d'ailleurs, acoustique où je fais un petit focus tout à l'heure sur les nuisances sonores, et puis les contraintes géométriques de voisinage, de prospects et d'autres. La durabilité, je rappelle à tout le monde qu'il y avait déjà des points très importants et très intéressants sur la durabilité, notamment la rosace des vents, les vents dominants, les analyses d'ensoleillement de luminosité et les vues, c'est-à-dire des contraintes qu'on donne à format en favorisant certaines vues plutôt que d'autres. Et puis le petit nouveau, qui est un nouvel outil qui concerne l'analyse du carbone incorporé, qu'on appelle l'embodied carbon, qui lui vient se rajouter sur une extension qu'on va chercher dans une carte de proposition d'extension. J'y reviendrai également et je ferai un focus sur ce point-là. Alors l'interopérabilité, hein, dernier point, c'est adopter des workflows entre format Revit et inversement, et puis récupérer de l'OBJ, de l'IFC, du DXF, du JPEG, donc format ouvre grand en fait l'usage de plusieurs solutions venant de tiers extérieurs. Alors, une brève revue des approches d'esquisse pour que vous puissiez mieux appréhender les éléments. On me dit toujours que en faire une faisabilité sur un terrain en ville, c'est facile, mais en montagne, on ne sait pas trop. Donc là, je prends toujours un exemple à 1700 mètres d'altitude, et vous voyez que le terrain a été récupéré. Et puis, pour bref rappel, on va être capable de récupérer la forme compte tenu d'un terrain réputé constructible. Donc là, c'est une forme qui est délibérément particulière, qui va avoir la forme d'une virgule, peu ou prou, sur laquelle je suis à même de pouvoir construire. Très bien. Une fois que j'aurai fait cette trace-là, je vais être en mesure après de pouvoir, sur les données que je lui ai données au niveau de justement de mon plan masse, différentes possibilités. Vous voyez que sur la partie basse, j'ai deux pages avec deux points de
plan masse proposé, ou j'aurais écarté là, un plan masse en rayonnement ou autre chose. En cliquant dessus, il me propose tout de suite des modélisations automatiques liées aux algorithmes de cette intelligence artificielle qui me disent on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire autre chose. Je regarde sur la première page et la deuxième page ce qui m'intéresserait le plus, je peux les ignorer ou en prendre une sur laquelle je veux me baser. Il se trouve que cette solution-là, de 4 îlots résidentiels, me convient. Il va de soi que on parle de positionnement qu'à tout moment je peux réorienter, à tout moment je peux retravailler, donc je peux remettre mon image satellite pour donner un peu plus de corps à mon appréciation. Et derrière, je vais avoir la possibilité d'engranger pas mal d'éléments. Donc, je le répète, c'est une proposition de base donnée sur des éléments et des contraintes que j'ai données moi. Et à partir de là, je vais pouvoir affiner. Et même affiner relativement loin, selon les étages, selon les bâtiments ou la totalité du projet. Donc, la suite, c'est de voir qu'il nous est possible de travailler le terrain en affichage, maillage, courbe de niveau ou tout simplement carte pour mieux appréhender l'étude qui est en cours et puis rappeler également que tout ce qui est positionné se fait par couche. Donc, que ce soit le bâtiment, la végétation, les routes qui ont été positionnées rapidement, les voies d'accès et également le terrain. Donc par couche, on peut polluer, dépolluer le terrain, travailler sur cet affichage plutôt, et pareil, faire apparaître les ondes portées, les ondes projetées, parce que sur une forte déclivité du terrain, comme c'est le cas dans ce cas de montagne, c'est important. Donc là, je vais retravailler maintenant ma proposition de base. Vous voyez que je rajoute des niveaux très facilement. J'aurais pu rajouter des différences en termes de largeur, de profondeur, en termes de toiture également, de remodélisation de certains aspects, j'aurais pu. Mais en tous les cas, j'attire votre attention sur la partie ES en milieu d'information, qui est toujours de 1088 mètres carrés, qui est le S, c'est l'emprise au sol en fait, hein. Et sa chub qui est actuellement de 4351. C'est la proposition du moment. Donc le temps réel dont je parlais tout à l'heure, il est là. C'est-à-dire que je suis en train de travailler, d'étudier, de mettre en place des choses. Je cherche et j'affine. Et j'ai le temps réel tout le temps. Donc c'est ça qui est très très intéressant. Donc ça c'était une particularité, une première au niveau de mes métriques de zone. Je vais pouvoir donc finaliser un premier aspect, oui, et dans lequel je vais affecter un usage. Donc là, je vais considérer que ces 4 îlots de résidence sont affectés justement au résidentiel, qui va me ranger directement dans les surfaces. C'est-à-dire que tout d'un coup, la fonction et l'usage résidentiel, qui est pour l'instant de 0 mètre carré, va basculer dans une surface qui lui est dédiée. Ce qui, plus tard, me permettra de différencier l'usage du résidentiel d'un usage commercial ou autre. Donc, vous voyez, paf, c'est passé à une shop de 6553, dont mon emprise au sol n'a pas changé non plus, elle est restée à 1088 mètres carrés, bien entendu. Et je vais basculer en 3D SketchUp maintenant, c'est-à-dire une autre manière d'appréhender la modélisation pour un bâtiment différent, donc basé sur une autre approche d'esquisse que je vais pouvoir faire avec des opérations booléennes, ce genre de choses, et que je vais positionner en basculant en 2D à cet endroit-là où la route est à un virage très serré et que je vais positionner ici. Donc je vais faire une ligne en choisissant donc un arc pour épouser l'arrondi en fait de la route qui constituera plus tard ce bâtiment signal, en fait, qui est tout à fait différent. L'idée, la volonté architecturale de ce bâtiment est qu'il soit vu, qu'il ne passe pas inaperçu, là où les résidences étaient plutôt classiques. Donc je trace au sol, comme on le ferait en 2D avec un AutoCAD par exemple, ou tout autre élément, et en rebasculant en 3D, on voit bien que c'est une galette au sol, mais je vais en extruder la surface. Donc je vais reprendre cet élément, la surface est reconnue, je vais l'extruder, et j'aurai la possibilité de positionner en fait des valeurs au clavier tout de suite ou plus tard.
ou m'appuyer sur un pas d'accrochage objet qui, là, pour le coup, est de 8 mètres. Et je vais me remettre en 2D de nouveau. Donc, vous voyez que le basculement se fait très facilement. Et je vais définir des zones. En fait, des zones pour calpiner, segmenter différemment des espaces qui vont me constituer des volumétries différentes. En fait, il s'agit dans l'idée de concevoir quelque chose de bien différent de ce qui a été fait un peu plus haut sur le terrain concernant les îlots résidentiels. Donc là, je vais positionner différents éléments où c'est simplement des lignes qui sont posées pour définir mes futures zones, et je vais la redécouper en deux encore une fois sur son axe en épargnant la partie demi-cylindrique. Et une fois que j'ai fait ça, je peux rebasculer en 3D. Et voilà mes zones qui sont définies. Et là-dessus, j'ai une kyrielle d'outils. En reconnaissance de face, je peux extruder directement l'élément que là, je vais pouvoir pousser à la hauteur que je souhaite. Donc là, je m'arrête à 6 mètres, par exemple. Et puis, sur l'une des 6 faces, je vais pouvoir travailler non pas que sa surface, mais on peut travailler les arêtes. Donc là, j'ai la possibilité de tirer une arête vers le bas ou vers le haut. On peut en donner la valeur directement au clavier ou pas. Là, je vais faire la même chose sur la partie un peu plus long sur le pignon est. Voilà. Et puis, je vais tourner ma volumétrie qui est en working progress quelque part. Donc, je vois bien de quoi il retourne. Donc là, c'est la même chose, mais je vais inverser le choix de l'arête. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Et puis là, pour montrer qu'on peut le faire au clavier, donc là, au clavier, je monte directement, très bien. Et puis, une fois que j'en suis ici, je vais m'amuser à redéfinir certaines faces pour pouvoir constituer ce que j'appelle des terrasses par exemple, et puis travailler des arêtes sur un arrondi. Donc là, je vais mettre un arrondi sur une arête qu'on appelle le filet, et quand j'aurai choisi l'arête, je vais pouvoir la valider, et hop, il va me faire l'arrondi directement. Donc autant d'outils qui vous permettent d'esquisser assez rapidement en fait une volumétrie en devenir, dans laquelle je cherche toujours. Et sur cette face, ben là, je vais simplement pousser en m'appuyant sur l'accrochage objet, en fait, d'une valeur donnée qui est de 3 mètres, par exemple, et je vais faire la même chose sur la dernière surface qui est positionnée plus loin. Et là, soit je le fais sur un pas beaucoup plus fin et j'obtiens les centimètres, ou alors je le fais sur l'accrochage objet et je peux aller de 50 centimètres en 50 centimètres. Donc une fois que ma volumétrie idéalisée, j'allais dire, est présente, je vais pouvoir poursuivre mon travail et je vais finaliser avec un passage traversant. Donc, je vais me dire que pour faire un passage traversant, il me faudra donc dessiner des lignes qui constitueront une surface que je vais pouvoir tirer ou pousser, justement. Donc là, je vais considérer que de l'accès bas à l'accès haut, je vais avoir un passage de traversant de 2,50 m par 3 mètres. Nouvelle surface étant créée, je vais pouvoir la sélectionner et la pousser, mais alors ce coup-ci totalement, pour qu'elle sorte du volume, de telle sorte que comme ça me fasse tout simplement un vide de matière. Et voilà mon passage traversant effectué. Donc là, j'ai une idée sur mon parti architectural qui est proposée, et avec ça, je peux commencer à travailler. Et vous voyez que les deux techniques, on voit celle du fond qui était avec les bâtiments en ligne et un plan masse, deux, trois plans masse proposés possibles et d'autres que j'ai écartés, où j'ai gardé quelque chose de classique avec des îlots résidentiels, alors que là, j'ai dessiné de toutes pièces en poussant, tirant, prenant des arêtes, etc. Donc, deux approches bien différentes. Changeons de projet. Je vous rappelle que le petit verrou qui est en haut permet d'inviter des gens à venir voir le projet ou pas. Donc, ça veut dire que si c'est verrouillé, cela justifie d'une invitation. Là, c'est pour importer ce que j'ai évoqué tout à l'heure rapidement, un IFC, un OBJ ou un DXF. Donc, je vais chercher le fichier en question, qui est celui-ci, et que je vais poser, comme on l'appelle, dans la toile, c'est-à-dire dans le canevas du terrain. Donc, c'est un IFC. Donc, comme souvent les IFC, ce sont des maquettes qui ont été un peu plus détaillées, on va dire, mais que je peux ramener. Donc, ça veut dire que travaillant avec des tiers,
on n'isole personne. Ça, c'est un point très important dans une étude d'urbanisme ou d'un projet avec des existants, par exemple. Donc, je peux très bien prendre mon IFC et le positionner là où je le souhaite, en devenir ou en qualité d'existant sur un terrain qui me permet d'apprécier certains points supplémentaires sur ce que je me projette. Voilà pour la remise en selle, je dirais, de ce que propose et ce que proposait Format. Je vous propose maintenant de faire un focus sur les analyses. Alors, on va passer par les analyses environnementales connues et faire un focus un peu plus appuyé sur l'empreinte carbone. Ceci étant dit, il y a aussi la partie de labelliser en fait les éléments pour avoir une meilleure compréhension du bâtiment. Par exemple, là, si c'est le centre-ville, je peux attacher un label à un groupe d'éléments. Ce qui est intéressant, ce qu'on n'avait pas au début quand même. Donc là, je peux rajouter un élément de centre-ville. Là, ce sera le projet qui est finalisé. Ma fameuse bande de maisons mitoyennes, je peux très bien lui affecter, lui attribuer un label, tant et si bien que au bout du compte, je vais pouvoir donner des labels attachés à certains îlots, à certains groupes, à certains projets, de manière générale que quand un tiers ou un chef de projet revient sur le projet, justement, il puisse avoir plus d'informations le tout consultable en 3D. C'est-à-dire que quand je me balade avec mon plan d'eau à la fin, mes îlots tertiaires au bout, je vois de quoi il retourne. Ça pourrait bien évidemment être des alertes, des informations, de ce genre de choses, pour identifier en fait certaines zones. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la partie de ce que je vous avais dit tout à l'heure concernant l'analyse du bruit. Donc j'ai identifié une zone, et cette zone m'est donnée avec un code couleur sur ce qu'il y a de pire et de meilleur. Donc plus de 65 dB, je vois les façades qui sont basées plutôt en rouge, et puis moins de 55 et jusqu'à 0 plutôt en vert. Et je vois quelles sont les façades qui supportent davantage de bruit. On peut aussi simplifier la géométrie. Elle aurait pu être modélisée de manière un peu plus soutenue, mais on peut la simplifier pour des raisons d'analyse plus rapide. Et puis, bien entendu, ce qu'on a été capable de faire en termes d'analyse sur le sol, on peut le faire sur les façades comme sur les toits. Donc, avec toujours pareil, des données prédictives qu'on lui aurait fournies et des choix qu'on aurait accordés à cette analyse. Hein. C'est toujours le même point. Figurez-vous que ces analyses-là, on peut désormais les partager. Autrement dit, imaginons-nous que je dois, pour des raisons d'argumentation de projet, fournir en qualité d'administrateur de simple consultant une consultation, on reçoit un mail, on clique dessus, on nous renvoie directement sur l'analyse. Mais l'analyse seule, on voit bien en haut à gauche, Noise Analysis, c'est que l'analyse concernant le bruit. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le format, mais je peux quand même, en qualité de consultant, récupérer l'analyse et l'avoir en 3D et me balader dedans et voir qu'est-ce qui est plus impacté au regard de l'îlot qui a fait l'objet de l'analyse que des quais qui sont un peu plus loin, etc. Avec les contraintes que je lui aurais données. Donc, cela m'amène à l'analyse du carbone. Donc, les catégories et mesures de l'empreinte carbone, c'est pas sorti du chapeau comme ça. Hein. Il y a quand même pas mal de choses, et si je vous en parle, c'est parce que Format s'appuie dessus. Donc il y a plusieurs choses. Je vous laisse apprécier le pourcentage le plus élevé concernant la timeline de ce carbone, puisqu'il s'agit bien sûr pour plus de la moitié de l'extraction des matières premières. C'est pas nouveau, mais c'est bien de se le remettre en tête. Et puis l'usage et la maintenance le prend pour un bon tiers à lui tout seul aussi. La fabrication, le transport comme la fin de vie sont beaucoup moins impactants. Ça, c'est le premier point. Alors, on parle de manière internationale du cradle to gate, ce qui suppose de l'extraction aux portes de l'usine.
Ensuite, du gate to cradle, qui sont des portes de l'usine à la fin de vie, et bien sûr, cradle to cradle, qui correspond de l'extraction à la fin de vie, c'est-à-dire le cycle global. Et ce n'est pas neutre parce qu'on ne considère pas les mêmes analyses selon ce que l'on va prendre en compte. Par exemple, pour aller jusqu'à la fin de vie, si on ne prend pas sur les 60 ans, on ne va pas pouvoir le faire. Mais j'y reviendrai. En tous les cas, il y a des catégories de A, B ou C qui sont considérées par rapport à ça, que Format récupère. Par exemple, de A1 à A3, je suis dans l'extraction aux portes de l'usine, je suis dans le cradle to gate. Puis après le transport jusqu'à l'utilisation et la maintenance, on va basculer de A4 à 5 vers la catégorie B, puis le cycle de vie, catégorie C. Il y a même une catégorie D que voilà, qui parle des avantages et fardeaux au-delà du cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire bon, le recyclage, la réutilisation, récupération d'énergie, et puis l'énergie supportée. Euh, et dans le détail, en phase de production, on parle bien de l'approvisionnement, du transport et de la fabrication, mais en phase de construction, c'est transport et processus de construction installation. Et là, ça nous parle un peu plus en qualité d'architecte ou de concepteur, en tous les cas. Ça, c'est les catégories A4 et A5 qui sont impactantes, en fait, pour nous. Alors, comment ça se base? Eh ben, l'analyse carbone qu'effectue Format, ça s'appuie sur les informations de base de la géométrie du bâtiment qui sont projetées vis-à-vis de ses choix de matériaux. C'est-à-dire qu'on va donner des moyennes, en fait, et en fait, il se base sur un C-Scale, qui est le moteur de calcul, en fait, utilisé par Format pour le calcul du carbone sur toute la durée de vie du projet, si jamais l'analyse le permet, hein, bien sûr. Alors, il en estime les émissions liées à la construction, à la rénovation, à l'exploitation des bâtiments. Ça veut dire qu'il prend en compte ces catégories pour peu qu'elles soient cochées. D'accord. La technologie et son calcul que Forma utilise, et donc le modèle de données C-Scale, il est développé par EH2D, donc EHDD si vous préférez, lequel C-Scale, ce moteur de calcul, qui reprend les données de référence de type d'émission de carbone, alors soit intrinsèque, émissions de carbone opérationnelle, ou alors séquage et séquestration du carbone, comme c'est dit. Donc l'unité, par contre, de référence pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'un produit, d'un service, d'une personne, d'une entreprise, en fait, de ce que vous voulez, et la tonne équivalent. Voilà, mais j'aurai l'occasion de revenir un peu dans le détail puisque Format propose ceci. Donc il y a l'illustration en haut à gauche qui se lit de gauche à droite jusqu'à en bas à droite. Donc ce qu'ils appellent le scope dans Format, ce qu'on appelle le scope dans Format, c'est le type de bâtiment. Voilà. Après il y a l'enveloppe du bâtiment, la structure, les systèmes intérieurs MEP, et puis les unités retenues, ô combien importantes pour nous, on n'est pas en impérial. Et puis vous avez les références study period, qui sont tout simplement les périodes d'études de référence, alors 30 ou 60 ans. Et là, dans l'exemple de l'illustration, vous voyez que plus bas, au niveau des étapes du cycle de vie, le life cycle stages, on voit bien que sont préhensibles pour l'instant avec les 30 ans les deux premiers. Mais par contre, le whole life, c'est-à-dire le cycle de vie complet, j'ai pas accès. Ce qui est normal, parce que j'aurais dû choisir les 60 ans pour y avoir accès. Donc vous voyez, il y a déjà, c'est pas quelque chose qui est approximatif. On sait où on met les pieds, on sait où on va. Donc le cradle to gate, ben, on y revient, c'est ce que je vous ai montré juste avant, de l'extraction pour de l'usine, puis de 1 à 5, ce sera les émissions de carbone initiales, et puis le whole life, c'est le cycle de vie complet. On aura après la possibilité d'inclure dans le périmètre des analyses, le Include in Analysis Scope, ben, les systèmes MEP ou pas. Ce qui changera les résultats de l'analyse, bien sûr, selon si c'est pris ou pas. Ensuite, le refurbishment period, eh ben, en fait, c'est la période de rénovation. Parce qu'on part sur une idée de constructive, mais à quelle période on pense pour les rénovations? Est-ce que c'est 15, 30 ou 50 ans? Selon si on fait du cladding ou du glazing, c'est-à-dire le bardage ou le vitrage, parce que là on est dans l'enveloppe, donc voilà, avec sur la structure après le concrete, steel ou timber qui correspond au bois, acier ou béton, avec l'intensité, les options d'intensité de carbone. Alors le concrete, le 3 ou 5, c'est simplement un type de béton. On peut mettre des valeurs par défaut qui sont souvent intéressantes pour savoir vers quoi on s'oriente. Et puis on peut les customiser, c'est-à-dire les personnaliser quand on sait de manière un peu plus fine, un peu plus pertinente de quoi ça parle et où on veut aller.
Puis, de nouveau sur le MEP, et ben là aussi, on a une période de rénovation prévue. Alors là, les périodes changent de 10, 15 ou 30 ans vers la particularité des options d'intensité de carbone à pourvoir. Ceci dit, il y a deux points importants à avoir en tête, c'est que les résultats des moyennes de carbone calculées, qu'on appelle average carbon, s'exprimeront en kilos carbone au mètre carré, alors que les résultats de la simulation totale du carbone incorporé, ce qu'on appelle le total embodied carbon, s'exprimeront en tonnes. Donc, c'est ce qui nous met là. Voilà, sur le carbon distribution, total embodied carbon et average carbon. Après, on a, une fois que j'ai détaillé tout ça, on va partir tout de go sur la particularité. Donc, j'ajoute cette extension, c'est une extension. Added, il faut qu'elle soit ajoutée pour que elle fasse partie de mon groupe d'analyse que voilà. Et là, voilà, dans les extensions, je vais chercher l'embodied carbon. Et à partir de là, je vais commencer à travailler sur le choix d'une zone, d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments. Vous voyez que là, on retrouve l'air de rien, à 3, à 1, 30 ans, ce que l'on vient de voir, et que je vois là en temps réel, où je choisis mes périodes, où je choisis mes valeurs de rénovation, affectées au cladding, c'est-à-dire au bardage, ou au glazing, c'est-à-dire au vitrage, et je pars sur du valeur par défaut ou personnalisé, tout ce que l'on vient de voir à l'instant. Et en fait, là, je paramètre des points et des options générales choisies pour un résultat que je vais analyser. Et j'oublie pas les unités impériales ou métriques, hein, bien sûr, important pour nous. Et une fois que je suis parti là-dessus, je vais pouvoir rentrer dans l'analyse donnée. Alors, je peux prendre un bâtiment ou un groupe de bâtiments, et quand ma sélection est faite, je peux aller affiner certains points maintenant qui sont auxiliaires, dans lesquels je vais donner un usage. Donc là, c'est résidentiel était déjà pris en compte. Par contre, je peux aller changer la nature, si c'est de la brique, terracotta, si c'est du béton, ce genre de choses. Et puis la structure, la mass timber par exemple, là je vais mettre du reinforced concrete, donc un béton armé, ce qui n'a rien à voir avec le bois, et je lui rajoute ces points supplémentaires où je pourrais encore travailler sur X étages ou pas. Là, je vais considérer que c'est sur la totale et je balance, si je puis dire, l'analyse elle-même. Et tout ceci sur format, c'est-à-dire au niveau de l'esquisse, hein. Et là, pareil, j'ai un code couleur qui me répond avec le taux de carbone embarqué. Voilà, et catégorie par catégorie, que ce soit le critère de l'enveloppe, le critère de la structure ou des systèmes intérieurs et autres, je vais avoir une répartition de réponses par rapport à tout ça. Donc, une fois que j'ai cette capacité à esquisser de différentes manières, cette capacité à interroger, à donner des éléments clés sur lesquels il va pouvoir se baser et me rendre en fait des réponses très rapides, puisque l'idée c'est ça, hein, que ce soit en termes de proposition de plan masse, pour une modélisation à venir, que ce soit en termes de résultats d'analyse sur la vitesse des vents, sur le carbone ou autre, je vais gagner beaucoup de temps et ça va donc être une aide précieuse à la décision, hein, tout simplement. Donc le rappel des points clés sont les suivants. Euh, on a la possibilité d'avoir des extensions qui sont directement parties de format, et puis des add-ins pour redescendre sur Revit par exemple, mais c'est pareil pour Rhino ou Dynamo, ou Grasshopper ou j'en passe. N'oubliez pas, le point qui est important, c'est que on peut créer sa propre extension pour format. Donc ça, c'est assez intéressant. On pourrait échapper ou écarter les propositions qui sont déjà très intéressantes, hein, pour en personnaliser une à soi. Voilà. Euh, Autre point concernant les transports, on savait qu'on pouvait faire des routes d'accès. Il n'y a pas si longtemps a été rajoutée l'idée des lignes de chemin de fer. Donc on pourrait imaginer une étude sur un terrain industriel où des wagons doivent récupérer des chargements et les intégrer dans une étude d'urbanisme à proprement parler. Le nouvel éclairage
de modélisation en 3D directement qui est considéré par Croquis 3D, donc Sketch 3D. Euh, L'une des analyses qui fait partie, qui est très intéressante sur l'énergie solaire, entre autres, et puis bien sûr le dernier venu sur une extension qu'on vient ajouter et qui vient parler de l'unbody carbone, c'est-à-dire les analyses carbone. Donc, un rappel rapide sur des points clés. Donc, le maître mot, c'est le gain de temps. Très clairement, il va bien plus vite que nous pour aller calculer, estimer, comparer, proposer. Gain de temps pour accélérer énormément les développements, les analyses et voire même mutualiser les préconceptions puisque on n'est jamais isolé, on ne reste pas encapsulé dans format. Format, c'est parler à Revit qui sait revenir. Format, c'est récupérer de l'IFC, de l'OBJ. Donc, ça parle à tout le monde. Format ne cesse d'évoluer et comme il est online, ça veut dire que de mois en mois, on trouve de nouvelles fonctions, de nouvelles possibilités. Voilà. La réduction des risques, bah oui, puisqu'on identifie les risques très tôt. Donc très vite, on imagine les problèmes à venir avant même d'arriver sur des phases plus précises comme l'APD, voire l'APS. Hein. Voilà, avec des objectifs de réglementation locale qu'on peut adapter, et tout ceci nous amène à une amélioration de la valeur, bien entendu. Donc, découvrir de nouvelles façons d'améliorer la densité urbanistique, capitaliser les faisas créés dans le format, les récupérer dans Revit de manière très transparente et directe, ne font qu'accroître finalement le potentiel de format qui fait partie de la collection, je le dis, AEC. Hein. Voilà pour la présentation de format. À ce jour, je vous renvoie au webinaire précédent où j'approfondissais certains points. Là, il y a eu un rappel pour se remettre en tête le potentiel. Je vous confie également que une nouvelle formation Telescope Format vous est proposée chez FSA, une formation de 2 jours, ces formations présentent en fait ce qui vient d'être débattu à l'instant et présenté sur le webinaire, c'est-à-dire qu'on fait un balayage de l'approche de comment je vais récupérer mon terrain, quelles sont les différentes directives possibles de modélisation, et selon les approches, on arrive à des résultats qui sont plus ou moins optimisés. Et derrière, rien n'est jamais bloqué. C'est pas parce on est parti avec une technologie de bâtiment en ligne qu'on ne peut pas rentrer dans un détail particulier sur un étage ou pas, etc., etc. Donc, toutes ces approches-là sont balayées jusqu'aux analyses, jusqu'aux comparaisons, et tout ceci sur 2 jours. Euh, les particularités et le détail de ces formations sont sur notre site, sur le site FSA, bien entendu, et on peut le voir ici. On peut le voir là. Et si vous allez sur le site, vous aurez tout le détail, c'est-à-dire que sur les 2 jours, on va avoir les objectifs, les approches de faisabilité, les importations, les analyses et l'ensemble des points qui ont été balayés sur la présente formation. Donc, la question est à vous. Les questions, vous pouvez poser vos questions et la parole est à vous, bien sûr. Alors, j'ai une première question. Alors, dans un projet sur un terrain en forte pente, comme l'exemple sur la montagne qu'on a vu, on peut facilement gérer les hauteurs des différents bâtiments de l'îlot. Peut-on aussi gérer le niveau bas de chaque bâtiment pour mieux s'adapter au dénivelé du terrain? Oui, 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 c'est une très bonne question. En effet, on peut positionner sur un niveau générique d'implantation d'un îlot particulier et d'en gérer en fait l'aspect de démarrage comme la finalité du bâtiment. Donc le plus important, en effet, on a vu qu'on pouvait rajouter des niveaux, mais par contre on peut le positionner au bon endroit et gérer la hauteur
du rez-de-chaussée par exemple, ça pourrait même être bien entendu des nappes de sous-sol et positionner correctement la, le bâtiment sur un terrain en pente. Alors, ça pourrait être en montagne, mais ça peut être aussi dans une ville qui a des collines, hein, comme Lyon, comme Paris. Voilà, et positionner correctement le bâtiment dès l'esquisse sur le bon dénivelé. Voilà. Euh, donc voilà pour cette première question. Alors, autre question, pour calculer le carbone lié à l'approvisionnement du chantier, euh, peut-on géolocaliser ce chantier ou indiquer s'il est loin ou proche des lieux de production de matières premières ou d'équipements? Alors, pas dans le détail pour l'instant. C'est une question que j'ai regardée de mon côté, mais on peut prendre en compte les valeurs, en effet, de transport vis-à-vis du chantier, parce qu'il va sans dire qu'en effet, de manière sibylline, on voit dans la question que si le chantier a un accès éloigné, voire difficile, on n'a plus tout à fait le même résultat. Mais oui, on peut mettre en place une valeur donnée qui permettrait de personnaliser en fait le résultat. Donc c'est ce que j'ai montré rapidement tout à l'heure entre les valeurs par défaut qui sont moyennes et les valeurs qui seraient plus, comment dirais-je, personnalisables, qui sont et là où je pourrais forcer un peu la note, si on veut, pour essayer de contenir en fait l'aspect d'un chantier qui serait peut-être un peu plus difficile d'accès ou plus éloigné et qui occasionnerait un transport plus important en tous les cas. Et puis voir la complexité aussi du chantier qui amènerait peut-être davantage de rotation de semi-remorques que d'autres, compte tenu des équipements à livrer en surnombre vis-à-vis d'un autre projet réputé plus simple. Il y a tout ça à prendre en compte, donc on peut le majorer ou le minorer. Voilà. Alors, format est-il dans la collection AEC? La réponse est oui. Oui, dans cette collection, il y a une kyrielle de solutions, de logiciels dont Forma fait partie. Donc, toutes tous les utilisateurs qui ont cette collection ont également Forma et peuvent apprécier donc les workflows en démarrant de Forma vers Revit, en récupérant des IFC, comme je le disais, ils peuvent bénéficier de formats de manière pleine et entière, en fait, hein, tout simplement. Euh, donc oui, oui, il fait bien partie de la collection et c'est un atout assez important et assez précieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, alors, on me dit, dans les GU du produit, que dit Autodesk sur la sécurité des données? Modèle envoyé sur le cloud, peut-on être sûr de la confidentialité, notamment en contexte de concours où il peut y avoir plusieurs agences sur le même site projet en même temps? Alors, question pertinente, en effet, parce qu'il faut projeter un peu tout ça. Alors oui, ce que je vous ai montré très rapidement avec le petit verrou en haut permet de préserver la confidentialité du projet à l'étude d'une faisabilité en cours. Euh, et cela dépend de ce verrou dépend simplement des invitations, c'est-à-dire qu'on va donner des droits, on va octroyer un accès à des tiers choisis. Donc voilà. En revanche, quand il est déverrouillé, le simple fait d'avoir accès à la plateforme permet d'aller voir les projets. Alors quand je dis le simple fait d'avoir accès à la plateforme, cela suppose quand même qu'on ait accès à la plateforme donnée, c'est-à-dire que c'est pas un accès libre non plus, et qu'il faut accéder à ce hub-là et pouvoir travailler, entrer sur la liste des projets. Mais ceci étant dit, dès lors que je le verrouille, j'aurai donc obligation d'accéder, d'envoyer une invitation au projet en cours et c'est comme ça que je vais filtrer en fait les personnes qui sont à même de pouvoir consulter ou pas. Donc, en effet, quand il y a plusieurs agences qui travaillent sur le même site, ils vont pouvoir accéder de manière différente, c'est-à-dire voir
certains projets et pas d'autres, ou voir que le leur et rien d'autre, ou en voir plusieurs, si c'est le donneur d'ordre, par exemple, qui a vocation de regarder en fait l'ensemble des offres. Donc après, au niveau de la sécurité, donc on est sur le cloud et la sécurité qu'Autodesk emploie, c'est la même que sur le cloud tout court. C'est-à-dire que sur ACC, Autodesk Cloud, on a un accès qui est encrypté à 36 caractères, qui est comparable à celui des sites bancaires, par exemple. Et on a cette sécurité qui permet de euh, contingenter les accès de manière assez précise. Ceci dit, on est sur le cloud et les modèles sont déposés de manière dématérialisée quelque part. On ne les a pas chez nous. On est tout le temps du début à la fin sur le cloud. Donc, quand je parle de modèles, je parle bien de modèles d'esquisse, format. Hein, on est bien d'accord. Donc tout ce que je fais sur format est bien dématérialisé sur le cloud avec tout le cadre de sécurité propre à Autodesk, qui est celui d'encryptage de 36 caractères. Voilà. Donc sur la sécurité et sur la confidentialité, je vous ai apporté mes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vois plus de questions pour le moment. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je poursuis rapidement pour clôturer. Donc, il nous est donc tout à fait possible de dispenser toutes les formations que certains d'entre vous, je pense, connaissent et monter en compétences. Donc c'est Shirafessa dit parcours complet de formations qui sont certifiantes, entre jusqu'à 10-12 jours, 64 programmes de formation. Euh, les formations sont disponibles en présentiel ou à distance. Donc c'est quand même assez précieux de le préciser, avec un accès au support freemium. Et puis, on propose des financements assurés, tels que le CPF, Pôle emploi, OPC, les OPCO, etc. Et en résumé, on est là pour vous aider, hein, que ce soit d'ordre de la formation à proprement parler, comme de l'accompagnement projet, en qualité de VDCB manager, par exemple. En fait, c'est d'une manière un peu plus simple pour nous de vous en parler, puisque en tant que leader, avec 30% du marché national de la formation BIM, on a pas mal de retours et d'échos. Voilà. Euh, j'ai une ultime question. Qu'est-ce que reçoit Revit quand on rebascule le format dans Revit comme famille? En fait, il va créer des familles automatiquement qui sont génériques pour chaque mur. Qui sont donnés, il va les transformer évidemment ces volumes en murs et il va appliquer sur les faces des murs génériques. L'intérêt, la manipulation est très très aisée, très simple, c'est que quand format arrive dans Revit, eh bien tout est déjà avec des familles. Donc il suffit de faire une sélection des familles et d'échanger par ses propres familles et tout va bien. Lui va se baser sur les familles génériques déjà présentes dans le gabarit du projet. Voilà. Il va pas chercher autre chose, il va se baser vraiment sur quelque chose d'existant et de manière simple, sur lesquels on va pouvoir revenir très facilement lors de sélections globales, partielles ou par zone. Voilà. Et on va les changer comme on le souhaite. Donc il reçoit une de vraies familles RFA, hein, voilà, et qui va positionner sur les îlots qu'on a créés tout à l'heure, par exemple, qui étaient des îlots de résidentiels. Eh bien, sur chaque niveau, il aura calé tous les murs, etc. Et si on avait poussé un peu plus loin la, la modélisation, on aurait pu faire un attic hein, relatif à un prospect donné, il aurait positionné des murs partout sur lesquels j'aurais pu changer, hein, soit en mur rideau, soit en mur composé d'une famille différente, etc., etc. Donc, par défaut, pour conclure, il attribue des familles, et ces familles-là, par sélection, les récupère et on en fait ce qu'on en veut. Voilà. Donc, je vous ai répondu à tous les points qui m'ont été soumis. Je retourne sur l'aspect de la formation de 2 jours de cette solution qui s'appelle Format.
Si je n'ai plus de questions, euh, je vous remercie euh, d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à bientôt, je l'espère, pour le coaching d'un projet ou pour une formation ciblée, notamment pour Format. En tous les cas, merci de votre attention et euh, à très bientôt. Merci encore. Au revoir.